Bonjour à tous, dans cette avant-dernière vidéo du mercredi pour 2023, les sympathiques personnes sur Patreon m'ont demandé de discuter de 5 mythes navals qu'ils avaient entendus. Bien sûr, je ne suis pas encore médium, donc je ne sais pas ce qu'ils ont entendu. Je leur ai donc demandé, d'accord, quels 5 mythes navals voulez-vous que j'aborde? Et bien sûr, vous savez, ceux qui ont eu le plus d'accord, ce sont ceux dont nous allons parler aujourd'hui. Donc, cela contiendra certains mythes avec lesquels vous pourriez être familier. Il pourrait y avoir certains mythes dont vous n'avez jamais entendu parler auparavant, et certains des résultats pourraient vous surprendre, ainsi que certaines des conclusions. Parce qu'après tout, dans certains cas, les conclusions sont quelque peu subjectives, car il existe un ensemble de preuves, mais la façon dont les gens interprètent ces preuves peut, bien sûr, varier. Alors commençons par les kamikazes. Oui, un sujet joyeux. Donc, l'affirmation faite par certaines personnes, à laquelle on me demande de répondre, c'est que les kamikazes étaient une tactique insensée et folle. Maintenant, ça va être assez intéressant parce que, bien sûr, ce que les kamikazes ont accompli est un fait historique. Et à quel point cela a été efficace en termes stratégiques globaux, évidemment, pas beaucoup, parce que cela n'a pas empêché les Japonais de perdre la guerre et cela n'a pas vraiment ralenti les Alliés de façon significative, même si certains incidents individuels pouvaient être extrêmement destructeurs, tant en ce qui concerne les navires endommagés ou détruits qu'en termes de vies perdues. Mais si l'on parle d'un point de vue purement rationnel, donc sans tenir compte de l'émotion liée au fait qu'il s'agit d'attaques suicides, voyons si elles sont réellement complètement insensées et folles en elles-mêmes, en dehors du contexte stratégique global, même si nous y reviendrons un peu plus tard. En général, proposer une solution extrême indique que le problème est lui aussi extrême. Les Japonais faisaient face à un grave problème. C'était surtout l'efficacité croissante de la puissance de feu antiaérienne alliée, principalement américaine dans le Pacifique, ainsi que le contrôle et la direction des chasseurs en grand nombre. Essentiellement, ils essayaient de livrer des armes sous forme de bombes et de torpilles aux navires américains pour arrêter l'avancée américaine. Leur taux de réussite était trop faible et les avions étaient abattus. Et les rares avions qui parvenaient à portée de largage des armes ne touchaient pas grand-chose. Parce que, bien sûr, nous parlons d'une époque où les armes n'étaient pas guidées. Une fois que vous larguez cette bombe ou ce torpille, vous espérez simplement qu'elle ira dans la direction dans laquelle elle a été visée. Mais si votre visée est mauvaise ou si l'ennemi esquive, l'arme ne touchera pas sa cible. Et très souvent, le pilote qui vient de larguer cette bombe ou cette torpille depuis ce bombardier en piqué ou ce torpilleur ne reviendra peut-être toujours pas, car en sortant de cette attaque, il reste encore à portée de la puissance de feu anti-aérienne. Il pourrait quand même se faire abattre de cette façon. Même s'ils évitent la défense contre avion, ils risquent d'être interceptés par un Wildcat, un Hellcat, un Corsair ou autre en rentrant. On peut donc diviser le problème en 3 parties. Le fait que peu d'avions parviennent à passer en premier lieu pour larguer leurs armes. Le fait que, parmi les armes larguées, peu atteignent leur cible. Et enfin, parmi les avions qui parviennent à larguer leurs armes, peu d'entre eux reviennent réellement pour réessayer. Bien sûr, nous savons qu'à la fin de la guerre, plusieurs nations travaillaient sur des systèmes d'armes guidés pour essayer de réduire simplement le taux de raté, si ce n'est rien d'autre. Les Allemands avaient le Fritz X, le Henschel 293 et des torpilles à guidage acoustique, tandis que les Américains possédaient des bombes guidées. Les Japonais faisaient face à 2 problèmes. D'abord, ils n'avaient pas développé ce type de système de guidage opérationnel. Et même s'ils en avaient eu, en supposant que le problème soit magiquement résolu, il aurait encore fallu les produire en quantité suffisante, ce qui pose un autre problème. Et bien sûr, beaucoup de ces systèmes eux-mêmes présentent aussi des faiblesses qui sont liées au problème initial auquel les Japonais sont confrontés. Quand on regarde les tentatives allemandes, par exemple les armes anti-navires guidées allemandes comme la Fritz X et la Henschel, 293 ont été en partie contrées par le brouillage, mais aussi en partie simplement en abattant l'avion lanceur, car on n'a fait que repousser un peu plus loin le problème de voir ces avions abattus.
Et maintenant, il faut utiliser un avion lanceur plus gros et moins maniable. Et il doit, du moins dans le cas de certains systèmes, rester sur une trajectoire relativement droite et stable, ce qui signifie que si vous avez, disons, je ne sais pas, des centaines de chasseurs disponibles pour la patrouille aérienne de combat, vous allez quand même vous faire abattre. Un gros avion contient plusieurs équipages, donc vos pertes sont en fait plus élevées par sortie. Si l'avion est abattu avant que l'arme guidée n'atteigne sa cible, celle-ci perdra son guidage et manquera probablement sa cible. Donc, pour diverses raisons, ce type de système de guidage n'était pas disponible. Il existe aussi des systèmes de guidage autonomes comme la bombe BAC, utilisée plus tard par les Américains, et les torpilles à guidage acoustique. Il faut toutefois une grande plateforme de lancement pour qu'une batte ou un sous-marin puisse lancer une torpille à guidage acoustique. Et cela pose toujours le problème d'être abattu, même si c'est un peu moins problématique que pour une arme que vous devez continuer à guider. Et tout cela, bien sûr, suppose que les Japonais disposaient de la technologie de guidage au départ, ce qui, comme nous venons de le mentionner, n'était pas le cas. Cependant, il existait un système de guidage qui était, dans une certaine mesure, facilement disponible et qui possédait en réalité une puissance de calcul bien supérieure à tout ce qui pouvait être conçu à l'époque. C'est le cerveau humain, évidemment, à l'intérieur d'un corps humain. Un pilote humain, dans ce cas, puisqu'on parle d'avion, même s'ils ont aussi essayé cela avec des torpilles habitées comme le Kaiten, peut effectuer des corrections de trajectoire. Ils sont bien plus capables de faire la différence entre un système de leurre ou un morceau de terre et un véritable navire cible que l'on cherche à atteindre. Et bien sûr, les avions dans lesquels vous mettez les pilotes nécessitent relativement peu d'adaptation. En réalité, peu de changements, car les avions sont déjà conçus pour des pilotes humains. Bien sûr, il y aura plus tard des avions suicides spécialement conçus, mais ce sont essentiellement des avions dont vous ne prévoyez absolument pas le retour sous aucune forme. Les avions kamikazes modifiés gardent souvent des éléments comme le train d'atterrissage, utiles au décollage, mais inutiles ensuite puisque le retour n'est pas prévu. Maintenant, cela peut sembler contre-intuitif par rapport au problème précédent, le fait que peu de pilotes qui larguent leurs armes reviennent, car évidemment, maintenant, aucun pilote qui atteint la zone cible ne va revenir. Mais il faut le voir dans le contexte des trois problèmes. Le problème principal est que les avions sont abattus avant d'atteindre la portée de largage. Cela est en partie compensé par les tactiques kamikazes, car, par exemple, un bombardier torpilleur doit voler bas et lentement pour larguer sa torpille. Un kamikaze qui cherche à arriver à une vitesse assez élevée n'a pas à faire cela, ce qui signifie que son temps passé dans la zone de danger couverte par les chasseurs ennemis et la défense contre avion est considérablement réduit. Donc en théorie, si vous preniez une escadrille de bombardiers torpilleurs japonais et que vous leur disiez « Très bien, vous allez entrer et larguer vos torpilles » et que cette seconde escadrille identique va attaquer en tant que kamikaze, plus de vos kamikazes atteindraient le navire cible parce qu'ils traverseraient cette zone de danger des chasseurs et de la défense contre avions plus rapidement. Et même lorsqu'il s'agit de choses comme les bombardiers en piqué et les chasseurs qui pourraient être convertis à cet usage, tant que vous vous souciez encore de revenir, vous devez réfléchir au vecteur d'approche. Vous devez réfléchir au vecteur de sortie. Il ne sert à rien de faire une attaque en piqué si c'est pour remonter directement dans un rideau de défense contre avion ou droit sur un groupe de chasseurs qui attendent. Et les approches que nous venons de mentionner peuvent aussi être très importantes parce que si vous êtes un bombardier en piqué, arriver en piqué sur un navire qui vient vers vous vous donne toute la longueur du navire comme cible, alors qu'en arrivant perpendiculairement au navire, la cible est beaucoup plus étroite. Et bien sûr, le navire se déplace dans votre champ de vision, ce qui signifie que vous allez devoir effectuer essentiellement un largage en déflexion, ce qui est nettement plus difficile à calculer, surtout sous le feu. Alors qu'avec le meilleur appareil du monde, si vous êtes un kamikaze, en supposant que vous ne piquez pas trop vite et que vos commandes ne se bloquent pas, il vous suffit de pointer vers la cible et de faire les quelques corrections de trajectoire de dernière minute. Donc les kamikazes atténuent le premier problème dans une certaine mesure. Davantage de vos pilotes vont atteindre la cible qu'avec une approche conventionnelle. Et puis, il y a le deuxième problème, à savoir les ratés une fois que vous êtes à portée de largage des armes. Eh bien sûr, dans ce cas, vous êtes l'arme. Il n'y a pas de portée de largage parce que vous foncez directement sur le flanc d'un navire, sur le pont ou autre.
Et en théorie, un kamikaze atténuera également cette partie du problème. Parce que, comme nous l'avons mentionné plus tôt, si vous larguez une bombe ou une torpille, elle suit désormais une trajectoire spécifique. L'ennemi peut esquiver ou vous pouvez mal viser et une fois l'arme larguée, vous ne pouvez plus rien faire. Alors qu'en tant que kamikaze, vous pouvez continuellement corriger votre trajectoire jusqu'à la dernière seconde. Et cela signifie que si vous avez fait une erreur lors de votre attaque initiale, encore une fois, en supposant que vous ne fassiez pas quelque chose comme plonger si vite que vos commandes se bloquent, ce qui était un problème pour certains kamikazes, il y a une probabilité beaucoup plus élevée de toucher la cible. Bien sûr, cette dernière approche est quelque peu atténuée par le fait que vous êtes dans un avion. L'avion peut toujours être abattu et partir en vrille, alors que les cas où l'on tire sur une torpille dans l'eau ou fait exploser une bombe en pleine chute sont extrêmement rares. Mais la réponse à cette contre-mesure est, bien sûr, le fait que lorsque vous êtes sur cette toute dernière approche, en supposant que vous ayez déjà déterminé une trajectoire d'approche à peu près correcte, abattre votre avion en soi, c'est-à-dire infliger des dégâts fatals qui font que l'avion ne volera plus jamais, ne changera peut-être pas grand-chose en réalité. Même en étant sur la bonne trajectoire d'approche, si quelqu'un touche votre moteur avec une rafale de 20 mm Oerlikon et qu'il prend feu, cela signifie simplement que vous êtes déjà en feu en atteignant la cible. Une fois que votre avion est en approche finale, à peu près la seule façon de détourner cet avion kamikaze de sa cible est de détruire physiquement une partie suffisante de l'appareil pour qu'il se désintègre en fragments qui peuvent encore toucher la cible, mais auront un effet bien moindre que l'avion entier avec sa charge explosive ou, idéalement, d'arracher une partie d'une extrémité, généralement une aile, pour que l'avion parte en vrille, changeant radicalement son aérodynamique et donc sa trajectoire d'une manière irréversible pour le pilote, et ainsi le kamikaze rate sa cible. Il s'avère que le canon Oerlikon de 20 mm n'était en fait pas si efficace pour cela, ce qui est l'une des raisons, pas la seule, mais l'une des raisons pour lesquelles, vers la fin de la guerre, le 20 mm Oerlikon, bien qu'il ait rendu de fiers services au début et au milieu de la Seconde Guerre mondiale, a été assez rapidement supplanté par le 40 mm Bofors, et même le 40 mm Bofors commençait à être remplacé par des armes comme le canon automatique de 3 pouces, tout simplement parce que cela offrait une plus grande portée pour engager un kamikaze. Même en arrachant un bout d'aile à 100 mètres, cela ne modifiera peut-être pas assez la trajectoire pour que l'avion manque votre navire. À un demi-mile, cela peut assez changer la trajectoire pour que l'avion manque votre navire. Et bien sûr, une fois que vous passez à des obus plus lourds comme les 40 mm ou les 3 pouces, les chances d'arracher physiquement des morceaux d'un avion à chaque impact augmentent de façon spectaculaire. C'est pourquoi, dans les dernières phases de la guerre du Pacifique, par exemple, le canon de 40 mm Pom-Pom a connu un regain de popularité, non pas parce qu'il avait de meilleures performances balistiques que le 40 mm Bofors, ce n'était pas le cas, mais grâce à ses longues bandes de munitions et au fait que la plupart des Pom-Pom étaient montés en quadruple ou en octuple, on pouvait simplement pointer un Pom-Pom sur un kamikaze qui approchait et le cribler de balles au point de le transformer en confetti volant, ce que les Bofors de 40 mm simple ou double avaient du mal à faire. Et même les installations quadruples de Bofors n'étaient pas forcément aussi efficaces à cause de ce taux de tir pratiquement illimité que le pom-pom pouvait atteindre lors d'un engagement, comparé au rechargement manuel assez laborieux qui devait se faire sur les Bofors à ce moment-là. Mais dans tous les cas, du moins sur le papier, l'utilisation des kamikazes atténue ces deux premiers problèmes. Davantage de vos avions vont parvenir à proximité de la flotte ennemie, et parmi eux davantage atteindront leur cible. Cela signifie, encore une fois, en théorie, que vous n'avez pas besoin d'autant d'avions. Donc, vos pertes globales, si vous prenez en compte ce troisième facteur, à savoir les avions qui ont largué leurs armes et qui sont abattus, pourraient en fait diminuer, car vous pourriez obtenir de meilleurs résultats avec la perte de moins de pilotes. Ou vous pourriez obtenir de meilleurs résultats encore en perdant à peu près le même nombre de pilotes. Ou si vos pertes lors de différentes attaques sont tellement catastrophiques que vous atteignez de toute façon des taux de perte de 90-95%, vous pouvez lancer tout autant d'avions et de pilotes sur le problème et, encore une fois, obtenir sur le papier des résultats nettement meilleurs. Maintenant, il y a quelques détails techniques qui à la fois améliorent et réduisent vos chances globales.
Vous avez le fait que si vous engagez l'avion, ainsi que les bombes ou les torpilles que vous transportez, cela signifie qu'il y a une masse supplémentaire, une force d'impact supplémentaire, et bien sûr, l'avion va transporter du carburant et va lui-même se transformer en éclats. Donc objectivement, le feu et les éclats feront plus de dégâts immédiats que l'arme elle-même. À l'inverse, les bombes perforantes, que vous voulez utiliser pour pénétrer profondément dans un navire afin de causer le plus de dégâts, nécessitent d'être lancées à une vitesse assez élevée. Les bombardiers en piqué ne peuvent pas plonger trop bas car une bombe larguée trop près du sol n'aura pas assez de temps pour accélérer et obtenir assez d'énergie cinétique pour percer. Donc, surtout si vous arrivez avec un certain angle, parce que la plupart des kamikazes n'arrivent pas à 80 ou 90 degrés, il se peut que vous n'arriviez pas assez vite pour qu'une bombe perforante à bord produise réellement l'effet de perforation du blindage dont vous avez besoin. Bien sûr, cela ne signifie pas que le navire coulera, mais il subira probablement de gros dégâts. Cela dépend de votre cible. Par conséquent, les kamikazes seront moins efficaces contre des cibles vraiment lourdement blindées pour chaque impact, comme les cuirassés par exemple. Mais si vous attaquez des transports de troupes, des porte-avions d'escorte ou des porte-avions de type américain, où le hangar est essentiellement non protégé face à un kamikaze arrivant et a tendance à être rempli de carburant d'avions armés et de choses comme ça, alors contre ces cibles, un kamikaze peut en fait être très efficace. L'autre chose, bien sûr, avec les pilotes kamikazes, c'est que vous n'avez pas forcément besoin qu'ils soient aussi bien entraînés, ce qui signifie que si vous souffrez d'une pénurie de pilotes qualifiés, comme c'était le cas pour les Japonais, eh bien, vous pouvez puiser dans de nouvelles ressources, évidemment de façon très froide à ce stade, afin d'amener ces avions kamikazes jusqu'à leur cible. Parce qu'un pilote pleinement qualifié, eh bien, entre autres choses, il doit savoir comment atterrir. Il faut sans doute aussi enseigner cela à un pilote kamikaze, juste pour lui apprendre à piloter au début. Mais vous n'avez pas vraiment besoin d'apprendre à un pilote kamikaze comment faire des combats aériens complexes, comment effectuer des lâchers de torpilles à basse altitude et à faible vitesse, comment calculer l'angle de largage pour un bombardement en piqué, ou même comment réaliser des manœuvres d'évasion particulièrement compliquées. Vous devez simplement leur apprendre à décoller l'avion, à le maintenir en l'air assez longtemps pour atteindre la cible et peut-être à effectuer quelques manœuvres d'évasion de base pour ne pas être une cible totalement prévisible pour les chasseurs et la défense anti-aérienne. Et c'est à peu près tout, parce qu'après cela, le pilote kamikaze n'a plus besoin de savoir piloter. Donc, sur le papier, l'idée d'utiliser des pilotes volontaires pour faire voler leurs avions et leurs charges directement sur les navires ennemis n'est pas insensée ou folle. En fait, cela a un certain sens d'un point de vue purement objectif. Bien sûr, à un niveau stratégique plus large, le nombre de coups supplémentaires que vous allez obtenir et l'effet que cela aura sur un ennemi comme la flotte alliée dans les dernières phases de la Seconde Guerre mondiale, cela rend la stratégie un peu plus insensée et folle parce que vous touchiez et couliez 5 navires ou 50 navires, cela n'arrêtera pas une marine qui vient vers vous avec des centaines, voire des milliers de navires, et certainement pas lorsque vous avez les 2 plus grandes marines de la planète qui vous attaquent en même temps. Maintenant, avant de passer à un sujet un peu moins déprimant, il y a en fait, de façon intéressante, encore une fois, si l'on veut être totalement froid et objectif à ce sujet, une dernière remarque à faire, à savoir que les kamikazes sont évidemment une tactique de désespoir. Mais au moment où vous en arrivez à envisager d'utiliser des kamikazes, vous êtes probablement déjà dans une situation où les kamikazes ne vont pas, au final, résoudre votre problème. Parce que si vos avions se font abattre en si grand nombre que vous n'arrivez déjà presque pas à toucher l'ennemi, augmenter un peu ce pourcentage de coups au but ne va probablement pas vous aider. Finalement, cela n'a pas aidé les Japonais. Étrangement, et c'est là que les choses deviennent vraiment glaçantes, là où les kamikazes, du moins dans le contexte de la campagne du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, ont le plus de sens, c'est en 1942. Parce qu'en 1942, l'état des défenses anti-aériennes était considérablement moins efficace qu'il ne le serait 1 an ou 2 plus tard.
Il y avait beaucoup moins de canons antiaériens sur les différents navires. Le guidage radar directement pour les canons antiaériens commençait tout juste à apparaître. Il n'y avait ni fusées VT, ni autant de navires ou de chasseurs dans les airs. Donc, plus d'avions parvenaient à atteindre la distance de lancement. Cela se voit car le Hornet, le Yorktown, etc. sont tous touchés et coulés par des méthodes plus classiques. Mais bien sûr, à la fin de 1942, quand on regarde certaines des batailles autour de Guadalcanal, le corps des pilotes japonais subit déjà pas mal d'attrition. Et comme nous le savons, ils n'ont pas réussi à couler assez de navires pour dissuader les États-Unis ou pour vraiment ralentir de manière significative les efforts de guerre américains. Il y en a eu un peu, évidemment, mais pas énormément. Alors que si vous aviez des kamikazes déployés en 1942 à la mer de Corail, à Midway, aux îles Santa Cruz, aux Salomon orientales, etc., eh bien, un nombre assez élevé de vos avions atteindrait la cible. Le risque d'être intercepté par des chasseurs lors de ces batailles est faible, voire nul dans certains cas. Comme mentionné, les canons antiaériens ne devraient pas abattre beaucoup d'entre vous, surtout au début. Et à ce moment-là, si vous pensez au nombre de bombes et de torpilles qui ont été larguées, esquivées ou qui ont simplement raté divers navires américains, si vous appliquez à cela le niveau de précision des kamikazes, surtout, comme nous l'avons dit, dans des environnements relativement peu défendus, ils auraient pu infliger beaucoup plus de dégâts à la flotte américaine à cette époque. Et évidemment, même si cela ne change rien à propos de l'essaim d'Essex, parce qu'aucun nombre de kamikazes en 1942 ne peut couler un Essex encore en construction sur le continent américain, ils auraient peut-être pu infliger suffisamment de dégâts ou couler assez de navires de la flotte américaine existante, c'est-à-dire des navires comme le Saratoga et l'Enterprise, etc., etc., pour peut-être effectivement gagner un temps raisonnable. Parce que si, au cours de la mer de Corail et de Midway, un nombre relativement faible d'avions japonais a gravement endommagé ou détruit un certain nombre de porte-avions américains, eh bien alors, de façon réaliste, si l'Enterprise est hors service, par exemple, et peut-être le Hornet aussi, il ne restera que le Saratoga et le WASP disponibles pour Guadalcanal. Les Américains oseront-ils lancer Guadalcanal avec juste le Saratoga et le WASP? Peut-être. Mais si la première bataille de Guadalcanal impliquant des porte-avions voit le Saratoga et le WASP à nouveau gravement endommagés ou coulés, probablement coulés pour le WASP par de nouvelles attaques kamikazes, alors les États-Unis n'ont plus de porte-avions de flotte, sauf le Ranger. Les chances de survie du Ranger face à une menace kamikaze active fin 1942 ne sont pas très élevées. Donc, étrangement, les kamikazes auraient eu plus de sens à utiliser à une période où personne de sensé n'aurait réellement pensé à les utiliser. Mais c'est la différence entre regarder les choses d'un point de vue purement objectif et, vous savez, d'un point de vue réellement humain. Alors, les kamikazes étaient-ils insensés et fous? Sur le papier, en fait, non. Ils ont en fait une logique troublante. Sur le plan stratégique, toute résistance japonaise au-delà d'un certain point revenait à sacrifier des vies inutilement, car il n'y avait plus de réelle chance de victoire après cela. Évidemment, où vous placez cette limite dépend de vous. Ensuite, une question double. Les cuirassés étaient-ils déjà obsolètes au 8 décembre 1941, soit juste après Pearl Harbor? Et en lien avec cela, l'affirmation selon laquelle la marine américaine ne s'est pleinement engagée envers les porte-avions qu'après l'attaque de Pearl Harbor. Pour répondre d'abord à la deuxième question, la marine américaine ne s'est-elle vraiment engagée pleinement dans une flotte basée sur les porte-avions ou une flotte comportant beaucoup de porte-avions qu'après le 7 décembre 1941? À première vue, cette idée peut sembler avoir un certain attrait, car évidemment, après le 7 décembre 1941, les États-Unis manquaient de plusieurs cuirassés. Et les Independence, la plupart, sinon tous les porte-avions d'escorte, ainsi que les Essex, apparaissent tous après. Donc, simplement en se basant sur ce niveau très superficiel de connaissance, il pourrait être tentant de conclure que, eh bien, oui, la marine américaine n'a opté pour les porte-avions qu'après Pearl Harbor.
Cependant, en grattant un peu la surface, on découvre que ce n'est en réalité pas du tout le cas. Si vous regardez 1940-41 évidemment, puisque la majeure partie de 1941 se situe avant le 7 décembre, vous verrez que les États-Unis ont autorisé un certain nombre de navires. Les deux premiers de la classe Iowa et New Jersey avaient déjà été commandés en 1939, mais ils sont mis sur cale en 1940. Missouri, Wisconsin, ainsi qu'Illinois et Kentucky, tous commandés en 1940, les deux premiers seront achevés, les deux autres non. Missouri et Wisconsin seront mis sur cale en 1941 Illinois et Kentucky le seront en 1942 après Pearl Harbor. Mais ils doivent aussi prendre en compte la classe Montana. Elles sont toutes autorisées en 1940. Si l'on considère seulement les dates d'autorisation et de commande, cela concerne les 5 Montana et les 4 derniers Iowa, soit 9 cuirassés. Donc on dirait que les États-Unis visent une marine assez axée sur les cuirassés. Bien sûr, il y a aussi les deux autres Iowa si tu veux les inclure. Mais quand tu prends un peu de recul pour réfléchir, regarde les porte-avions. Une bonne partie de la première vague des porte-avions d'escorte de la classe Bug, ainsi que les quelques autres porte-avions d'escorte construits avant les Bug, qui représentent la première grande série de porte-avions d'escorte, ont également tous été commandés et, dans certains cas, mis sur cale avant Pearl Harbor. La classe Independence, maintenant, bien qu'elle soit en réalité une invention post-Pearl Harbor, le combat pour obtenir quelque chose de ce genre avait commencé bien avant Pearl Harbor, comme nous l'avons vu récemment au moment de la sortie de cette vidéo avec le guide de 5 minutes sur la classe Independence. Donc, cela était déjà à l'étude. Et puis, quand on regarde la classe Essex elle-même, les grands porte-avions de flotte, eh bien, qu'est-ce qui avait été commandé avant Pearl Harbor? Essex, Bonhomme Richard, Intrépide, Kearsarge, Franklin, Hancock, Randolph, Cable, Bunker Hill, Oriskany, Ticonderoga. Vous savez, ça fait quand même pas mal de porte-avions de la classe Essex. Bien sûr, certains de ces noms seront soit réutilisés pour des navires ultérieurs, soit jamais utilisés à cause des pertes de porte-avions pendant la guerre. À l'origine, Bonhomme Richard devait être le porte-avions 10. Elle a été renommée Yorktown. Kearsarge devait être le croiseur de bataille 12. Renommé Hornet, Hancock devait être porte-avions 14 mais a été appelé Ticonderoga. Cabot, croiseur de bataille, 16 a été renommé Lexington. Oriskany était le porte-avions, 18 a été renommé WASP. Le porte-avions 19 initialement Ticonderoga a été renommé Hancock. Donc il y a eu un échange de noms entre le porte-avions 14 et le porte-avions 19 qui n'est pas lié aux pertes de guerre, mais vous pouvez voir où se trouvent la plupart des autres. Donc, oui, en 1940 et 1941, les États-Unis se sont engagés à construire 9 cuirassés supplémentaires, mais aussi 11 porte-avions de flotte supplémentaires, en plus des débats sur les porte-avions légers, et en plus de s'engager dans la construction de divers porte-avions d'escorte, du moins pour les premières vagues. Bien sûr, d'autres allaient être commandés, et en effet, Bennington et Boxer ont été commandés immédiatement après Pearl Harbor. Mais étant donné qu'avant tout cela, la marine américaine disposait d'une flotte de 15 cuirassés et avant le Hornet, que nous n'avons même pas mentionné, avait les Yorktown, 3 navires, les Lexington, 2 navires, donc 5 véritables porte-avions de flotte plus 2 autres en quelque sorte. Alors même si l'on ignore complètement le Hornet dans ce décompte initial et dans la commande des Essex, on parle d'une marine qui va plus que tripler son nombre de porte-avions de flotte à l'approche de ce qui sera finalement Pearl Harbor. Alors que si l'on regarde les cuirassés, oui, ils en commandent un certain nombre, mais proportionnellement au nombre de cuirassés qu'ils possèdent déjà et à ceux qu'ils construisent déjà, comme les South Dakota, les North Carolina, et selon la façon dont on compte les 2 premiers Iowa, ce n'est pas du tout aussi important proportionnellement. Et il faut aussi garder à l'esprit qu'avant le déclenchement de la guerre, les États-Unis envisagent également de mettre à la casse 10 de leurs anciens cuirassés et de ne vraiment conserver que les 5 autres Mountain Chasers.
Donc, ils envisagent essentiellement un renouvellement de leur flotte de cuirassés avant que Pearl Harbor ne vienne dire « D'accord, en fait, nous allons garder tous les anciens en plus d'en construire de nouveaux ». Alors qu'il n'y a aucune réelle suggestion qu'ils vont mettre à la casse le Lexington et le Saratoga pendant qu'ils construisent plus de 10 coques de la classe Essex, ce n'est pas le signe d'une marine qui ne s'engage massivement dans les porte-avions qu'après Pearl Harbor, n'est-ce pas? Maintenant, en ce qui concerne l'idée que les cuirassés étaient devenus obsolètes, le 8 décembre 1941, encore une fois, ce n'est pas vraiment vrai. Les cuirassés s'étaient révélés vulnérables, mais pour être honnête, l'idée que des cuirassés à l'ancre soient vulnérables face à des bombardiers torpilleurs n'était pas nouvelle. Cette idée fondamentale était en train d'être exploitée par la Royal Navy en 1918 lorsque la guerre a pris fin pendant la Première Guerre mondiale. Des cuirassés en mer, eh bien c'est une autre histoire, même si 4Z a immédiatement après un peu mis fin à cela aussi. Cependant, vous savez, j'ai réalisé toute une vidéo sur la perte de 4Z et pourquoi cela s'est produit. Mais le fait est que même après Pearl Harbor, il restait encore des obstacles importants pour les avions qui tentaient de s'attaquer aux cuirassés. À savoir, vous savez, si les canons anti-aériens des cuirassés fonctionnent correctement et que les cuirassés disposent d'une escorte suffisante, il restait incroyablement difficile à couler par les avions, même dans des proportions vaguement raisonnables. Évidemment, on pourrait simplement lancer des centaines et des centaines d'avions en même temps contre un cuirassé, mais on pourrait aussi lancer des centaines et des centaines de n'importe quoi armés de torpilles contre un cuirassé et on finirait probablement par le submerger. Il y aurait toujours des attaques aériennes régulières et intenses contre les cuirassés dans un contexte postérieur à décembre 1941. Et dans la plupart des cas, elles n'ont pas accompli grand-chose, du moins jusqu'aux dernières phases de la guerre. À cette époque, les attaques aériennes contre les cuirassés étaient presque toujours déséquilibrées, sauf rares exceptions. C'est-à-dire qu'il y avait un camp qui attaquait et l'autre qui perdait toutes ses unités principales. Mais même dans une situation plus rapprochée, les cuirassés avaient encore beaucoup à offrir. En partie parce que si l'autre camp a des unités principales comme des cuirassés rapides ou croiseurs de bataille, il reste de nombreuses vulnérabilités et usages possibles. Ainsi, un ou deux cuirassés escortant un porte-avions se sont révélés être d'excellentes plateformes anti-aériennes car ils étaient stables, avaient une portée relativement longue, pouvaient encaisser quelques coups eux-mêmes, servaient parfois de très bonne diversion et pouvaient embarquer énormément de puissance de feu anti-aérienne par rapport à tout autre navire. Certes, on pouvait obtenir beaucoup de destroyers et un bon nombre de croiseurs pour le prix d'un cuirassé, mais en termes de concentration de puissance de feu anti-aérienne, surtout une puissance de feu anti-aérienne stable, il était très difficile de rivaliser avec un cuirassé bien équipé au milieu de la guerre. Ironiquement, les porte-avions sont plus vulnérables aux attaques de porte-avions que ne l'étaient les cuirassés. Donc, c'est un rôle pour un cuirassé, même si ce n'est pas nécessairement un rôle de première ligne à part entière. Mais en ce qui concerne les rôles plus en première ligne, les cuirassés restaient utiles contre d'autres cuirassés dans des zones où l'on ne pouvait pas déployer de porte-avions, faute d'en avoir suffisamment, comme par exemple lors des escortes de convois dans l'Atlantique. Mais dans un rôle vraiment de première ligne, les cuirassés avaient une capacité énorme, surtout dans le Pacifique pendant une bonne partie de la guerre, car ils pouvaient opérer de nuit, avec d'un côté la technologie japonaise de combat nocturne et de l'autre le radar américain. Les cuirassés pouvaient en sortir et infliger de lourds dégâts à presque tout ce qui se trouvait en haute mer pendant les heures d'obscurité et par des conditions météorologiques exceptionnellement mauvaises, là où les porte-avions et leurs avions ne pouvaient tout simplement pas opérer. C'est pourquoi les Japonais envoyaient leurs navires vers Guadalcanal, par exemple, la nuit, parce que les grandes forces de porte-avions américaines qui rôdaient au large ne pouvaient pas les attaquer la nuit. Bien que les croiseurs et destroyers de l'amiral Callahan aient dissuadé le Hiei et le Hiroshima d'attaquer Guadalcanal lors d'une action nocturne, cela a ensuite laissé les États-Unis à court de croiseurs et destroyers dans le théâtre d'opération une fois la situation apaisée. Bien que les Japonais aient perdu le Hiei, le Hiroshima est revenu la nuit suivante.
Inversement, avec un peu d'aide en servant de piñata pour les Japonais, l'amiral Lee, accompagné du South Dakota et du Washington, mirent fin aux tentatives japonaises de bombarder Guadalcanal de nuit, car le Hiroshima ne peut pas revenir tenter une troisième attaque si le Washington l'a coulé avec ses obus de 406 mm. Donc, jusqu'à ce que les porte-avions acquièrent une capacité de recherche et d'attaque par tous les temps, il y avait de grandes périodes chaque jour où les cuirassés pouvaient dominer, et les porte-avions ne pouvaient qu'espérer que les cuirassés ne soient pas assez rapides pour les trouver. Et puis, il y a le soutien d'artillerie pour le bombardement côtier, où les cuirassés sont bien moins exposés que les porte-avions. C'est bien plus et c'est bien moins cher. Maintenant, cela ne veut pas dire que le porte-avions lui-même est forcément en danger lors des opérations de bombardement côtier, même si, bien sûr, si l'ennemi possède ses propres avions, cela pourrait poser problème. Mais un porte-avions qui envoie des avions là-bas, eh bien, l'ennemi dispose de canons anti-aériens et vous allez progressivement, à cause des tirs ennemis, des accidents et de l'usure générale, perdre des avions. Les cuirassés, en revanche, peuvent rester tranquillement au large et tant qu'ils ont du carburant et des munitions, il y a très peu de choses que la plupart des cibles de bombardement côtier peuvent faire pour les arrêter. Ils peuvent parfois être endommagés par des tirs d'artillerie légère, mais le bilan des fortifications côtières de gros calibre contre les cuirassés pendant la Seconde Guerre mondiale n'est pas fameux. Les armes de petit calibre ne menacent pas un cuirassé. Les cuirassés ont donc aussi pour rôle de vous aider à reprendre du territoire. Et on pourrait bien sûr soutenir qu'il suffit d'avoir plein de croiseurs et de destroyers pour escorter les porte-avions, de simplement jeter des unités contre les navires capitaux ennemis pour les ralentir jusqu'à ce que le jour permette aux porte-avions de les attaquer, etc. Tout cela fonctionne, sauf si l'ennemi envoie de nombreux navires rapides contre vos porte-avions. Les destroyers et croiseurs sont souvent aussi rapides, voire plus, que la majorité des porte-avions, même si certains sont rapides. Il n'y a pas grand-chose que les avions puissent faire pour les arrêter, surtout s'ils approchent de nuit. Vous en abattrez certains, mais une attaque massive de destroyers et croiseurs contre des porte-avions, s'ils se sont assez rapprochés, ce qui a souvent été prouvé possible, vous forcerait soit à quitter votre position, une victoire technique, soit à être coulé, une victoire tactique et stratégique. Les cuirassés, en revanche, sont d'excellentes contre-mesures face à un groupe de petits navires de guerre armés de canons et de navires de guerre équipés de canons moyens. Ils ont tendance à en faire un vrai carnage. Donc, ce ne sont là que quelques exemples montrant que les cuirassés jouaient encore un rôle très actif après le 8 décembre 1941. Ils étaient invulnérables, mais cela depuis l'invention du torpilleur face aux embarcations porteuses de torpilles. Leur besoin d'une escorte n'était donc pas nouveau. Et tandis que le porte-avions allait progressivement surpasser le cuirassé en termes d'utilité globale, cela tenait au fait que les avions devenaient plus efficaces, les armes devenaient plus efficaces, les avions pouvaient opérer par tous les temps et à toute une série d'autres facteurs qui, il faut l'admettre, furent pour la plupart entièrement ou du moins partiellement résolus au cours de la Seconde Guerre mondiale. Et les quelques problèmes restants furent généralement résolus peu de temps après. Mais il restait encore des problèmes à résoudre en décembre 1941. Durant la Seconde Guerre mondiale, il restait beaucoup à faire pour un cuirassé. Ensuite, nous allons voir à quoi ressemblaient réellement les navires aux différentes distances qui seraient utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, il y a plusieurs façons de voir cela sans, vous savez, aller réellement chercher un navire de guerre en mer. Mais les distances auxquelles les navires de guerre combattaient étaient évidemment très longues, même pendant la Première Guerre mondiale. Et dans les films, parfois on a l'impression que cette cible est cette énorme chose juste là. En regardant avec des jumelles, on voit des hommes courir sur le pont. Et ce n'est tout simplement pas vrai. D'accord, dans des circonstances très spécifiques, comme lors du combat final du Bismarck où le Rodney et le King George V s'approchent vraiment tout près, alors oui, c'est possible. Mais pour des batailles plus prosaïques, qui se déroulent en réalité à une distance raisonnable, il y a plusieurs façons de voir les choses. Voici par exemple 3 maquettes qui représentent toutes des croiseurs de bataille allemands de la Première Guerre mondiale, donc des navires assez imposants.
La caméra est placée à une extrémité de ce couloir et la petite tache que vous pouvez peut-être voir si vous regardez sur un écran suffisamment grand se trouve à environ 2/3 de la longueur. C'est le premier navire et il est placé à environ 1 mètre de la caméra. La maquette est à l'échelle 1/6000, donc vous regardez l'équivalent de 6000 mètres. Voilà à quoi ressemble un croiseur de bataille, à ce qui, en termes navals, correspond essentiellement à une distance à bout portant. Et puis le suivant est 2 yards, donc cela fait 12 000 yards. Sous la porte, vous verrez peut-être une petite tache. C'est un croiseur de bataille d'Heflinger en verre à 18 000 yards. Maintenant, bien sûr, la caméra est sur un trépied, donc elle est placée assez haut. Donc, ce n'est pas vraiment exactement ce que vous verriez à hauteur des yeux, si vous préférez. C'est peut-être ce que vous verriez depuis un avion volant à environ 5 ou 6 000 pieds au-dessus du sol à ces distances. Alors, qu'en est-il si vous regardez un peu plus à l'horizontale? Eh bien, pour avoir une idée réaliste de ce à quoi cela ressemble, ainsi qu'une idée réaliste de la visibilité, je suis allé à un endroit d'où l'on peut vraiment voir Londres. Et voici ce que nous pouvons voir. Pourquoi observons-nous une ligne d'horizon quelconque? Eh bien, il s'agit en fait de la ligne d'horizon de Londres vue depuis Epsom Downs avec des réglages de zoom normaux. Et, eh bien, on ne distingue pas grand-chose. Mais si je vise soigneusement et que je commence à zoomer en espérant juste à droite de ces arbres au premier plan, vous commencerez à distinguer, à mesure qu'on effectue un très gros zoom, cette tour. Maintenant, cette tour est connue sous le nom de Tour de Tolworth et elle se trouve dans la ville de Tolworth. Et, eh bien, maintenant, elle paraît relativement grande. Vous pouvez voir qu'elle est en fait posée sur un complexe un peu plus grand, cette sorte de partie blanche et beige en dessous. Maintenant, cette partie blanche et beige, j'ai vérifié, elle fait à peu près la longueur d'un destroyer de taille moyenne à grande, un Fletcher, un Tribal ou quelque chose comme ça. La tour Tolstoy est à environ 8 km. Désolé pour le bruit du vent, je ne peux rien y faire. Et gardez à l'esprit que la visibilité aujourd'hui n'est pas excellente, mais ce n'est pas inhabituel pour ce que vous pourriez trouver dans l'Atlantique ou la mer du Nord un jour moyen. Donc gardez à l'esprit que c'est à 8 km d'ici. Donc comme nous l'avons dit, vous parlez d'un destroyer. Et évidemment, la tour elle-même est nettement plus haute. Et à 8 km, vous parlez d'environ 8000 à 9000 yards, soit à peu près 5 miles. Donc, on parle ici d'une distance à bout portant pour les cuirassés de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Donc, quand le duc d'York a affronté le Scharnhorst à la bataille du Cap Nord, ces salves initiales, considérées comme tirées à bout portant pour des cuirassés, étaient en fait à une demi-encablure de plus. Donc, si je reviens à nouveau au niveau de vision standard qui correspond à ce que je peux voir de mes propres yeux, c'est un destroyer à bout portant. Maintenant, nous allons refaire un zoom avant et nous allons aller un peu vers la droite parce que vous aurez remarqué cette crête avec quelques immeubles devant elle. Maintenant, cette crête fait simplement un panoramique. Cela fait partie de Richmond Park. C'est à environ, en moyenne, parce que c'est évidemment assez grand, à environ 16 km d'ici. Et ces immeubles, comme vous pouvez le voir, sont des logements juste à la lisière de Richmond Park. Maintenant, ces immeubles particuliers que j'ai préalablement mesurés sont à environ 15 à 16 km d'ici. Donc, on parle de distances d'engagement assez longues, comme lors de la bataille du Jutland, des distances d'engagement typiques de la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, certains engagements commencent même un peu plus loin que ça. Certains engagements commencent un peu plus près que ça en termes de distance globale pour les affrontements entre navires capitaux. Maintenant, la distance entre les deux blocs du milieu correspond à peu près à la distance que parcourrait un grand croiseur lourd ou un cuirassé de petite à moyenne taille. Un Iowa ou quelque chose comme ça où le hood s'étendrait un peu plus loin.
Mais cette distance entre les deux tours correspond à peu près à ce que vous auriez pour un grand navire, mais pas un vraiment, vraiment immense. Et puis encore une fois, si on dézoome complètement jusqu'à ce que je puisse voir de mes propres yeux, oui. En gardant à l'esprit que le champ de vision de la caméra est bien plus étroit, je peux voir une portion beaucoup plus large de la ligne d'horizon de Londres. Et puis, pour notre dernier exemple, à une distance encore plus extrême, nous allons faire un panoramique jusqu'ici. Et nous allons commencer notre zoom. Et maintenant, nous regardons davantage vers le centre de Londres. Très bien, et nous sommes maintenant à la limite de notre zoom, probablement la météo. Et cette petite tour avec les lumières rouges que vous voyez au loin là-bas, c'est la tour BT dans le centre de Londres. Et encore une fois, approximativement, la distance entre le petit immeuble que vous voyez à gauche de la tour BT et la tour BT est juste un peu plus à droite, c'est le genre de distance que vous auriez pour une cible particulièrement grande. Donc un cuirassé de traité Yamato Iowa rentrerait essentiellement si la proue se trouvait à l'endroit où est cet immeuble, la poupe serait quelque part peut-être à 1/3 de cette distance à droite de la tour BT. Et maintenant, cette distance est d'environ 30 000 yards à peu près. C'est un peu difficile à calculer. Et ouais, c'est encore très loin, n'est-ce pas? On peut juste voir le retour. Avec un peu de chance, vous pouvez apercevoir la tour de Tolworth à gauche. Donc je fais simplement correspondre ce que mes yeux voient à l'écran et en vrai. Essayez maintenant de repérer exactement où se trouve la tour BT dans votre champ de vision. Vous voyez qu'elle est presque entièrement perdue dans la brume. Et c'est quelque chose qui est, premièrement, à l'horizon et deuxièmement, qui est illuminé. Ce n'est pas peint pour le camouflage ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, ça vous donne une idée, à des distances réelles, de ce que vous allez réellement voir si vous avez la chance de regarder à travers les lunettes des cuirassés. Donc oui, ces cibles sont vraiment, vraiment minuscules. Vous voyez donc la difficulté à repérer les cibles sans même parler de les toucher. Passons maintenant à une action qui a eu lieu à une distance plus rapprochée. Glowworm contre Hippa. L'une des questions les plus votées était « Y avait-il un moyen pour Glowworm d'éperonner ou de vaincre l'amiral Hippa dans son duel en 1 contre 1 ?» Et la réponse à celle-ci est en fait assez rapide et simple. Oui, il était tout à fait possible pour Glowworm de vaincre l'amiral Hippa et même de la couler en l'éperonnant. Il y a eu une occasion très nette. Donc Glowworm avait 2 ensembles de lance-torpilles. Elle a tiré une salve de torpilles à moins de 1000 yards sur Hippa. Grâce au capitaine de Hippa, qui maîtrisait la situation, il a maintenu la proue face à Glowworm, offrant une cible étroite, ce qui a fait manquer les torpilles. Cependant, si la visée de Glowworm avait été très, très légèrement différente dans un sens ou dans l'autre, il aurait pu y avoir une torpille qui fonçait droit dans la proue de Hippa et, une torpille qui frappe la proue de Hippa et y fait un énorme trou, ou même l'arrache complètement, dans le genre de météo qu'il y avait pendant cette bataille, cela aurait probablement été fatal pour Hippa, surtout parce que cela aurait paralysé le navire, ce qui aurait permis à Glowworm de continuer à faire ce qu'elle a fait historiquement, c'est-à-dire se replier derrière son écran de fumée. Historiquement, elle tentait de réparer le 2e lance-torpille endommagé plus tôt lors du combat, quand Hippa est sorti du rideau de fumée et l'a achevé. Maintenant, si ce dégât n'était pas survenu sur le 2e lance-torpilles de Glowworm, ou si elle avait réussi à le remettre en état, peut-être, vous savez, si elle avait touché avec une torpille de la première salve qui avait ralenti Hippa, alors surtout si Hippa est ralenti et paralysé par son premier impact, ou même si le lance-torpille fonctionne simplement quand Hippa surgit à travers cet écran de fumée, une 2e salve de torpille aurait pu soit l'achever, soit causer suffisamment de dégâts pour la couler si la première salve avait complètement manqué. Et enfin, quand il s'agit de l'éperonnage, en théorie, aurait pu causer suffisamment de dégâts pour faire couler Hippa.
il y a quelques points le long du flanc d'un croiseur Admiral Hypoclaste où, même si vous l'éperonnez avec un adversaire beaucoup plus petit comme un glowworm, vous causerez probablement assez de dégâts pour couler le navire. Bien sûr, vous voulez aller aussi vite que possible et vous voulez percuter le plus perpendiculairement possible. Et si possible, vous voulez percuter à peu près au milieu du navire. Et bien que, évidemment, vous ne puissiez pas forcément viser cela, le point d'impact idéal serait à la jonction de deux cloisons entre deux des principales salles des machines, car cela provoquerait d'énormes inondations et entraînerait une perte de puissance massive, ce qui causerait probablement suffisamment de dégâts pour couler le navire. Historiquement, lorsque Glowworm a percuté Hippa, elle n'allait pas à pleine vitesse, et ce n'était pas non plus une sorte d'éperonnage perpendiculaire, comme on pourrait l'imaginer, mais plutôt un choc de biais. Vous pouvez regarder les dégâts causés à Hippa par l'éperonnage, et vous pouvez voir qu'en fait, Glowworm l'a percuté sous un angle raisonnable, et en plein écrasement, a en quelque sorte raclé le flanc de Hippa. Donc, historiquement, Hippa a fait face à 3 scénarios distincts où elle aurait pu soit perdre ce combat dans les 2 premiers scénarios, soit obtenir un match nul, car Glowworm aurait coulé avec Hippa si l'impact avec l'éperon avait été un peu plus perpendiculaire et un peu plus rapide. Donc, oui, c'est tout à fait possible que cela arrive, mais bien sûr, historiquement, cela ne s'est pas produit. Et cela aurait nécessité des jets de dés exceptionnellement élevés de la part de Glowworm pour y parvenir. Comme nous l'avons dit, le capitaine de Hippa n'était pas stupide et a esquivé une salve de torpilles. Rien n'indique qu'il n'aurait pas pu au moins tenter d'esquiver une deuxième salve. On ignore où cette seconde salve aurait pu aboutir. Enfin, nous abordons un sujet déjà évoqué dans un précédent épisode de Dry Dock, mais que nous allons approfondir. Voici la question. Si vous êtes trop près d'un navire en train de couler, l'aspiration va-t-elle vous entraîner au fond? Et c'est un sujet qui suscite pas mal de débats en ligne à certains endroits. Pour l'historien, cela semble un peu absurde car il existe de nombreux témoignages dans différentes marines et lors de plusieurs guerres où des navires ont coulé et des personnes ont été aspirées avec le navire. La plupart d'entre eux n'ont pas survécu, mais certains, oui, et ils ont raconté ce qu'ils ont vécu. Donc, il semble un peu absurde que des gens remettent cela en question, mais certains le font. Et les raisons de remettre cela en question semblent principalement appartenir à l'un de 2 camps. Premièrement, il y a des gens qui suggèrent que ce qu'ils appellent l'effet de succion est en réalité autre chose, comme par exemple une fuite massive d'air du navire lorsqu'il coule, ce qui pourrait provoquer une aération de l'eau, réduisant ainsi sa densité, ce qui signifie que vous allez essentiellement couler à travers elle. Et cela, disent-ils, est l'équivalent qui provoquerait une succion ou quelque chose que les gens appelleraient une succion qui entraînerait les gens vers le fond. Alors oui, en théorie, cela peut arriver. Une eau fortement aérée vous fera couler. Donc, je ne rejette pas complètement cela comme quelque chose qui peut arriver lorsque des navires coulent. Suggérer que c'est la seule conséquence d'un naufrage est selon moi totalement faux. Nous verrons pourquoi dans un instant. L'autre a tendance à venir d'une expérience de Mythbusters où ils ont pris un petit yacht à moteur et l'ont coulé à une vitesse relativement lente. Je veux dire, ce n'est pas le naufrage le plus lent de tous les temps, mais ce n'est certainement pas le plus rapide non plus. Et ils avaient, je crois, Adam Savage assis dans l'eau avec un gilet de sauvetage complet, des vêtements imperméables, etc. Étonnamment, si vous regardez la chaîne Tested où il passe désormais la plupart de son temps, il n'a pas coulé ni noyé. Alerte spoiler. Et les gens disent « Oh, eh bien, vous savez, cela prouve clairement que l'aspiration n'existe pas. » Je vais expliquer la physique derrière tout ça. Cela explique aussi pourquoi ce test n'a pas vraiment marché. Nous allons maintenant commencer avec des visualisations assez simples. Ne vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Ici, nous avons un profil en coupe transversale de notre navire arbitraire. Elle fait 4 unités de large et 3 unités de haut, et vous pouvez voir la ligne de flottaison. Maintenant, si le navire coule, alors évidemment les 12 unités de cette coupe transversale seront sous l'eau.
Et si nous disons que ce navire mesure arbitrairement 10 unités de long, alors nous avons 12 unités dans la coupe transversale. Nous avons 10 sections transversales en supposant un scénario de barge plutôt qu'un vrai navire à bout pointu. Donc, nous avons 120 unités qui descendent sous l'eau. Maintenant, nous n'avons pas besoin de nous préoccuper du volume total pour l'instant. Nous y reviendrons un peu plus tard. À ce stade, le navire a coulé au point d'être complètement immergé dans l'eau. D'accord, très bien. Donc, il déplace la totalité de son volume de 120 unités, mais à mesure qu'il continue de couler, en utilisant encore une fois une approximation très grossière, ce qu'il reste, c'est une zone, ou plus précisément un volume, que le navire occupait auparavant, mais qu'il n'occupe plus maintenant parce qu'il est descendu plus bas. Bien sûr, en réalité, il n'y aura pas ce vide au-dessus du navire qui va simplement s'ouvrir comme ça. Il va très rapidement être rempli d'eau. Mais c'est là que commence l'effet de succion parce que l'eau doit bien venir de quelque part. Ici, elle arrive par les côtés. Sur le Fallship, elle entrera par la proue et la poupe, mais imaginons une section centrale du navire. Elle arrive effectivement par les côtés. Et à mesure que le navire continue de couler, davantage d'eau entre pour remplacer le volume que le navire n'occupe plus haut dans la colonne d'eau. Et la colonne d'eau descend avec le navire. Et cela crée une aspiration, à peu près de la même manière que, vous savez, si vous ouvrez un drain au fond d'un plan d'eau, l'eau s'écoule vers le bas. Cela crée une colonne d'aspiration vers le bas où les objets sont aspirés. Bien sûr, ces schémas sont incroyablement grossiers. Comme je l'ai mentionné, ils utilisent juste des carrés. Ils ne sont pas en 3D. Et bien sûr, à mesure que cette colonne descend de plus en plus, de l'eau va entrer par les côtés de cette colonne, pas seulement par le haut. Donc, l'effet de succion sera le plus fort juste après que le navire est coulé et il deviendra de plus en plus faible à la surface à mesure que le navire descend. Donc, cela signifie que si un navire a coulé et, disons, est descendu à une profondeur arbitraire d'un demi-mile, il n'y aura pas une grande quantité de succion à la surface. Alors que si vous êtes dans l'eau autour du navire au moment où il coule, vous allez presque certainement, en supposant que c'est un grand navire et qu'il coule relativement vite, couler avec lui parce que toute cette eau descend avec le navire. Vous êtes dans l'eau, donc vous descendez avec lui. Et évidemment, puisque l'eau entre d'abord plus par les côtés que verticalement, si vous êtes, disons, à 50 mètres du navire lorsqu'il coule, vous pouvez être aspiré vers l'intérieur puis vers le bas. La physique est assez simple et facile à comprendre. Maintenant, pourquoi celle des Mythbusters n'a-t-elle pas fonctionné? C'est là que la question du volume entre en jeu. Et notre vieil ami, la loi du carré cube, dont on n'a pas entendu parler depuis un moment. Si vous avez un navire relativement petit qui ne va pas déplacer une grande quantité d'eau, alors lorsqu'il coule, cette quantité de déplacement supplémentaire va être répartie sur la surface en mètres carrés qu'occupait le navire si vous regardez d'en haut. Et un humain occupe à peine, disons, un quart de mètre carré, donc une section de 50 par 50 cm si on est vraiment généreux. Donc, si le navire pèse 20 tonnes et mesure, disons, 10 mètres de long sur 3 mètres de large, cela fait 30 mètres carrés, ce qui signifie un déplacement de 20 tonnes réparti sur 30 mètres carrés. Donc, cela fait 2 tiers de tonnes par mètre carré, et ensuite, il faut diviser cela par 4 parce que vous n'occupez qu'une seule section de cela. Donc, cela générerait alors, en théorie, environ 160 kg de force vers le bas. Et bien sûr, c'est de l'eau qui s'écoule devant vous, ainsi que de l'eau qui tombe en dessous de vous. Donc vous n'allez pas ressentir toute cette aspiration. Et vous avez la flottabilité qui agit contre cela. Et soudain, la force à exercer une fois la flottabilité et l'aspiration annulée n'est plus si grande. Vous pourriez penser qu'il y a un peu d'aspiration à ce moment-là, mais ensuite vous rencontrez un petit problème. Notre exemple supposait qu'un navire de 10x 3 mètres déplacerait environ 20 tonnes, mais si vous regardez un navire typique qui mesure réellement environ 10 par 3 mètres, comme par exemple une petite vedette à moteur, vous verrez que le déplacement total est en réalité plutôt de 6 ou 7 tonnes, donc peut-être un tiers de ce que nous venons de mentionner.
Donc, même si vous preniez le pire des scénarios en utilisant nos 150-160 kg précédents, vous parlez de 50 à 60 kg de force vers le bas. 50 à 60 kg d'appui aérodynamique, et ça, c'est juste sur le premier mètre. Et évidemment, plus ça descend, moins il y aura d'appui aérodynamique parce que, évidemment, l'eau vient aussi des côtés ainsi que du dessus en ce qui concerne la colonne d'eau. Vous vous retrouvez soudainement avec peut-être 40 à 50 kg d'appui aérodynamique au départ, contrebalancé par votre propre flottabilité, contrebalancé par tout gilet de sauvetage que vous pourriez porter, votre propre nage et bien sûr toutes les pertes dues à la friction et au fait que même dans ce premier mètre, il y aura plus d'eau qui viendra des côtés que de l'eau qui tombe directement. Il devient alors évident qu'avec un petit navire, l'aspiration sera minime, voire nulle et difficile à percevoir. Et cela en supposant que le navire descende d'1 mètre par seconde. Bien sûr, en descendant, il accélérera, mais débuter à 1 mètre par seconde est déjà rapide. Mais c'est là que la loi du carré cube entre en jeu, car tandis que la surface augmente comme le carré de la dimension linéaire, le volume, bien sûr, augmente au cube, et c'est le volume qui détermine le déplacement. Donc, si on prend notre navire réaliste de 10 mètres sur 3 mètres avec, disons, un déplacement de 6 tonnes, si vous regardez par exemple un navire célèbre pour avoir englouti la plupart de son équipage, le His Majesty's Ship Hood. Maintenant, en supposant que le Hood soit juste un rectangle parfait, ce qui est en fait très très défavorable à mon argument, parce que bien sûr, le Hood n'est pas sa surface. Vu d'en haut, ce serait moins car c'est un navire avec des extrémités pointues, donc la concentration du déplacement serait plus élevée. Mais même en supposant qu'elle soit purement un rectangle défini par sa longueur et sa largeur, cela donne un peu moins de 8400 mètres carrés. Donc on parle d'une augmentation d'environ 280 fois de la surface, mais d'une augmentation du déplacement de l'ordre de 7750 fois le déplacement. Et tout à coup, cela signifie que même dans cette situation incroyablement généreuse, on parle d'environ 5,5 tonnes par mètre carré de succion. Maintenant, d'accord, comme nous l'avons dit auparavant, il faut réduire cela à 1/4 parce que vous n'occupez qu'une certaine quantité de volume, mais cela représente quand même un peu moins de 1,4 tonnes de succion sur la surface que vous occuperiez si vous étiez principalement vertical dans un gilet de sauvetage au-dessus du capuchon alors qu'elle commençait à couler. Maintenant, bien sûr, encore une fois, il va y avoir des pertes relativement mineures dues à votre propre flottabilité et au fait que l'eau est un liquide, elle va s'écouler autour de vous tout en vous emportant avec elle. Lorsque vous êtes renversé par un courant rapide, vous ne vous déplacez pas immédiatement à la même vitesse que le courant. Il faut un peu de temps, même si ce n'est pas beaucoup, pour que le courant vous soulève et vous fasse bouger à une vitesse proche de la sienne. Comme dit, nous utilisons l'idée très généreuse de Hood d'un rectangle parfait. Si vous calculez réellement sa surface totale, cette force d'aspiration va augmenter encore plus. Et avec ce niveau de force, vous allez couler sacrément vite. Et comme je l'ai dit, vous avez plusieurs exemples de ce phénomène. Par exemple, lorsque le Dorsetshire et le Cornwall ont coulé, il y a eu le cas d'un des officiers qui est remonté à la surface et a souffert de décompression parce qu'il avait été aspiré assez profondément pour avoir des problèmes de décompression lorsqu'il a été libéré de la colonne d'eau et est remonté à la surface. Et il existe des moyens de se libérer de la colonne d'eau. Vous pouvez nager sur le côté, là où la colonne d'eau aura moins d'effet. Évidemment, la colonne d'eau est très turbulente, donc vous pourriez ignorer votre direction. Comme les survivants du Hood, vous pouvez être projeté à la surface par une grande bulle d'air. Eh bien, l'air va monter et il va déplacer l'eau au-dessus de lui, donc contrer la force vers le bas. Ou vous pourriez avoir une explosion similaire d'une certaine sorte qui vous expulse à nouveau de la colonne d'eau et permet à votre flottabilité naturelle de prendre le relais. Vous pourriez dire, d'accord Drake, tout cela est bien en théorie. Vous avez parlé de la théorie et de la physique. Les Mythbusters ont peut-être testé à une trop petite échelle, mais pouvez-vous réellement montrer l'effet de quelque chose comme ça qui tombe dans une colonne d'eau? Eh bien, oui, je peux. Et non, je n'ai pas besoin d'aller chercher un croiseur de bataille de 45 000 tonnes et de le couler pour illustrer le propos.
Parce que même si la force d'aspiration générée augmente très rapidement avec la taille du navire, les lois physiques qui provoquent cette aspiration sont les mêmes à presque n'importe quelle échelle praticable. Elles exercent simplement moins de force. Donc, vous pouvez reproduire cela dans un environnement de test. Bien sûr, on peut le faire avec tout type d'équipement sophistiqué, je n'en ai pas beaucoup. J'ai une caméra haute vitesse, un grand cylindre en verre à remplir d'eau et un ramequin en céramique pour représenter notre navire gorgé d'eau. Donc il va couler, rempli de colorants alimentaires. Nous allons donc regarder ce qui se passe quand on laisse tomber, enfin pas tomber, quand on relâche un ramequin rempli de colorants alimentaires dans une colonne d'eau. Pour obtenir toute la profondeur de champ, j'ai filmé en mode portrait. Nous allons le regarder de côté, ce qui va paraître un peu étrange parce que je vais aller de droite à gauche, mais ça vous donnera aussi un peu plus de détails. Mais ceci est à 1000 images par seconde, avec un peu de réduction du bruit. Et vous pouvez juste voir le ramequin arriver là, en haut. Le ramequin est presque plein de colorants alimentaires. Un espace en haut permet à l'eau d'entrer et de s'agiter, simulant les derniers instants de flottabilité et les dernières bulles d'air s'échappant. Et voilà, c'est parti. Maintenant, ce que vous verrez d'abord, c'est que, comme il s'agit évidemment d'une expérience à très petite échelle, il y a ce déplacement d'eau et l'eau qui entre par les côtés, ce qui provoque au début un léger bouillonnement vers le haut. Mais vous pouvez voir que tout le colorant alimentaire essaye de monter, mais il n'atteint pas la surface. Nous allons regarder le dessus de ce colorant alimentaire. Nous allons observer le mouvement avec le ramequin et les bulles d'air libérées. L'air, bien moins dense que l'eau, devrait monter, mais les bulles près du ramequin ne le font pas. Elles doivent attendre que l'aspiration diminue beaucoup en haut. Vous pouvez voir, sur 2 ou 3 longueurs de ramequin, le colorant monter en volute puis retomber. Toute cette colonne de colorant alimentaire, comme vous pouvez le voir, est principalement aspirée vers le bas. De petites parties s'échappent, mais juste au-dessus de l'endroit où ce ramequin est entré, toute cette eau claire, c'est de l'eau qui est venue des côtés et qui est poussée vers le bas par le déplacement du ramequin et du colorant alimentaire à l'intérieur. Et vous pouvez voir même maintenant, alors que nous en sommes arrivés au point où le ramequin a disparu, que le cylindre est environ 3 fois plus long que ce que la prise de vue pouvait montrer et que les bulles d'air commencent à remonter. Vous pouvez toujours voir que le colorant alimentaire, qui a à peu près la même densité que l'eau, a encore un certain mouvement vers le bas dans ces dernières images. Donc, si vous imaginez cela à grande échelle, si vous êtes une personne et que vous êtes piégé dans cette première vague d'eau lorsque le navire coule ou que vous êtes entraîné par tout ce qui tombe à l'intérieur, vous allez vous retrouver dans ce qui, dans ce cas, est cette grande colonne d'eau désormais trouble. Et maintenant, voici la vue, comme je le disais, de côté, donc c'est un peu plus clair. Et nous allons augmenter la cadence à environ 2000 images par seconde. Voilà notre ramequin. Vous voyez, il arrive maintenant par la droite, et cette partie d'eau s'effondre. Vous pouvez voir ce volume d'eau dont je parlais tout à l'heure, et l'eau s'engouffre. Maintenant, la tension de surface est en train de se rétablir. Vous voyez cette grande éclaboussure et l'eau qui remonte. C'est principalement cette remontée d'eau qui va créer cette tache plus tard. Et vous pouvez voir ces 2 grandes colonnes de colorants alimentaires qui montent vers la surface là-bas. Vous voyez à peine, et déjà les extrémités de ces colonnes retombent. Il y a quelques gouttelettes d'eau qui ont éclaboussé hors du cylindre et qui tombent devant nous en ce moment. Vous pouvez aussi voir de grosses bulles d'air formées. Et comme vous pouvez le voir, même si le ramequin a maintenant parcouru plusieurs longueurs de ramequin, ces bulles d'air sont toujours entraînées vers le bas, ou dans le cas de certaines des plus grosses à droite de votre écran, elles sont à peu près en équilibre. Elles commencent maintenant tout juste à retrouver leur flottabilité à mesure que la force d'aspiration diminue. Vous voyez la colonne principale de colorant alimentaire s'écouler du ramequin. Vous pouvez en fait voir ce courant d'eau lorsque l'eau arrive par les côtés de la colonne d'eau, ce qui force le colorant alimentaire à entrer puis à descendre à mesure que la colonne d'eau descend. Maintenant, il y a surtout cette colonne, autrefois à gauche, maintenant en haut, correspondant à la remontée du début qui a échappé à l'aspiration de la colonne d'eau. Oh, de jolis filaments sont aspirés vers le bas.
Vous pouvez en fait voir que pour la plupart, encore une fois, dans la partie supérieure de la colonne, la majeure partie de l'eau provient des côtés, de la zone claire. Et toute cette eau qui est associée à l'enfoncement initial du ramequin est toujours entraînée vers le bas avec le ramequin. Ceci est une aspiration à une micro-échelle et vous pouvez voir encore une fois que certaines de ces bulles d'air continuent de se former. Certaines remontent, mais celles qui sont plus piégées dans cette colonne d'eau restent soit assez neutres, soit en fait descendent encore. Gardez à l'esprit que ce cylindre d'eau mesure environ 30 cm de diamètre et ce ramequin 10 cm. Certaines bulles sont hors de la colonne d'eau. Vous voyez maintenant que le ramequin est descendu très bas. Je pense qu'à ce stade, il a probablement touché le fond du cylindre. Donc, il n'y a plus de mouvement vers le bas du ramequin, mais l'inertie qui a été déclenchée est telle que, comme vous pouvez le voir, cette colonne d'eau continue de descendre, même si nous avons largement dépassé le pire de son effet. C'est ce qui arriverait réellement aux gens, car bien sûr, nous utilisons le colorant alimentaire pour mettre en évidence les courants dans l'eau. Si je remplissais ce ramequin d'eau et le laissais tomber, les courants seraient identiques, mais vous ne pourriez pas les voir. Dans les tests qu'ils font en laboratoire, évidemment, ils ont tendance à teindre toute l'eau d'une couleur uniforme et à projeter des lumières incroyablement puissantes à travers pour le ralenti. Et ensuite, on peut voir toutes les percolations à travers l'ensemble parce qu'ils utilisent un colorant transparent. Je n'ai pas ce genre d'installation, mais voilà. Et c'est ça, la chose terrifiante avec l'aspiration. Vous savez, vous ne verrez pas ce qui vous retient, mais vous le sentirez jusqu'à ce que vous vous noyiez ou que vous atteigniez une pression où ça n'aura plus d'importance. Donc oui, même si l'aération due à des chaudières défaillantes ou des compartiments ou autres n'est pas utile, la succion causée par un objet qui déplace l'eau, qui coule à travers l'eau et forme ainsi une colonne d'eau descendante, c'est bel et bien réel, du moins si vous êtes pris juste à côté. Et c'est pourquoi, quand vous écoutez tous ces marins qui ont dû traverser ce genre de situation où leur navire a coulé, ils essayaient toujours de s'éloigner le plus possible du navire, parce que plus vous vous éloignez du navire, bien sûr, plus la zone d'où l'eau s'engouffre dans ce vide et dans cette colonne est large. Et donc, par surface, par unité de volume, c'est-à-dire ce que la personne occupe, moins de force est exercée sur elle et donc plus elle a de chance de survivre. C'est ainsi que se termine cette vidéo en particulier. J'espère que vous avez trouvé cela assez utile et instructif. Eh bien, vous savez, si certains d'entre vous ont accès à des bassins d'eau de taille réelle de niveau universitaire ou de laboratoire de recherche, avec les colorants appropriés, du matériel à grande vitesse et tout l'éclairage sophistiqué, et que vous avez envie de reproduire cela pour une raison quelconque afin de démontrer les choses de façon encore plus détaillée ou autre, alors évidemment, sentez-vous libre de le faire. Ce serait génial à regarder. Mais c'est tout pour maintenant. À bientôt dans une autre vidéo. Posez vos questions en bas. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez un commentaire ou une suggestion de navire à examiner, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour vos questions sur la cale sèche.